Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, ou peut-être bonsoir, tout dépend comment vous regarderez cette émission en direct ou en rediffusé. Numéro 2 de l'émission du Polymédia. Je vous invite sur le site de la MDF, l'Association des mairies démocrates de France, à aller voir la charte éthique et les préceptes du polymédia. Poly pour multiplicité et convergence et divergence des points de vue. Poly pour politique au sens de la gestion de la cité, puisque vous savez que l'ensemble des actions que nous menons s'inscrivent dans le cadre d'une action communale avec subsidiarité ascendante. Et puis poli aussi, de mot politesse, puisque nous voulons éviter le sensationnalisme, la réaction émotive, et que chaque émission est à la fois une source de réflexion commune avec des gens divergents et convergents dans leurs avis, mais aussi force de proposition. Bref, une espèce de média qui essaye aujourd'hui de sortir de l'ère de l'émotion, de l'actualité et du rythme infernal que nous imposent les chaînes d'information en continu, et cette information qui nous subjugue et nous empêche parfois de penser. Dans le cadre donc de cette émission que nous faisons tous les 15 jours, hein, du Polymédia avec Humania, nous réfléchissons avec quelques chroniqueurs à l'évolution de notre civilisation. Certains pensent que c'est une restructuration totale et mondiale de nos sociétés diverses et variées, quelles que soient nos cultures, et que l'IA peut nous mener vers une dystopie ou une utopie. Dans ce cadre-là, nous allons faire une série d'émissions tous les 15 jours, le samedi matin en règle générale. Et vous avez aujourd'hui la totalité des intervenants qui seront des chroniqueurs à terme. Aujourd'hui, nous invitons Pierre-Alexandre Ponant qui nous rejoindra à partir d'une quinzaine de jours ou pas, et Jean-François Petit-Gendre ou pas, et Rémi Jouadet ou pas, et moi-même de temps en temps ou pas, puisque nous avons voulu multiplier les cerveaux, entre guillemets, multiplier les avis et à chaque fois donner la parole à des personnes, que ce soit du monde médiatique habituel, du monde culturel, du monde de l'entreprise, du monde social, du monde de l'humanitaire. Nous avons une liste, et nous espérons de plus en plus longue, de personnes qui viendront ici apporter leur point de vue et échanger avec nous. On va commencer par faire, avant d'accueillir notre ami Pierre-Alexandre Ponant, par faire un petit tour de nos chroniqueurs afin de les saluer. Rémi, bonjour, comment vas-tu? Tout va bien aujourd'hui en cette deuxième émission? Bonjour, tout va bien, merci. Bonjour Jean-François au Petit Gendre. Bonjour. Alors je vous invite tous à aller taper le nom de Jean-François au Petit Gendre et voir tous ses écrits et son travail merveilleux. Je vous invite aussi à regarder ce que fait Rémi Jouadet, pardon, qui est à la fois le trésorier mais aussi l'infographiste de notre association, et Jean-François qui fait un travail merveilleux en ce qui concerne la bibliothèque et la médiathèque du mouvement Civilisation sans argent. Bien entendu, nous sommes tous issus, avec des parcours divers, du monde, on va dire, post-monétaire, mais en même temps, nous cultivons à la fois nos divergences et aussi cette capacité que nous avons à réfléchir en dehors du modèle et du système établi. Bien évidemment, cela est un biais qu'il nous faut déclarer, hein, c'est comme un conflit d'intérêts. Bien évidemment, nous avons tendance à penser à l'aune de notre réflexion, et en même temps, c'est bien pour cela que nous invitons des gens à partir de l'émission numéro 3 qui pensent soit complètement à l'opposé, soit de façon, encore une fois, divergente. On va saluer donc notre invité d'aujourd'hui et demander à Pierre-Alexandre Ponant de bien vouloir se présenter. Et on le remercie de bien vouloir à la fois assurer aujourd'hui
l'invitation, parce que le travail de Pierre-Alexandre, et vous allez voir, est nourri de beaucoup de réflexions et beaucoup d'expérimentation, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous l'avons en direct de Chine, si je ne m'abuse, avec un petit décalage horaire, et on le remercie de vouloir bien nous accorder c'est 1 heure et demie, peut-être 2 heures, je ne sais pas, d'émission. On ira jusqu'au bout du témoignage. Pierre-Alexandre, est-ce que d'abord, dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, même si ton actualité de ces dernières semaines, hein, tu es passé dans beaucoup de médias, on t'a beaucoup invité pour la sortie de ton livre dont on va parler, dont Jean-François au Petit-Jean d'ailleurs a fait une chronique et a lu de façon attentive. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux, Pierre-Alexandre, te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous. Alors moi, je suis ingénieur financier et statisticien de formation. Et depuis combien d'années? Depuis 12 ans, je m'intéresse aux problématiques post-monétaires, à l'économie basée sur les ressources. Et donc, j'ai participé à la création du mouvement pour une économie basée sur les ressources, dont Rémi fait partie. Et donc, je suis aussi l'auteur du livre Intelligence artificielle, robotisation et chômage technologique. Et si la disparition du travail et la distribution gratuite des ressources était l'avenir de l'humanité, ou de la société, pardon, les deux titres auraient été bons. Et le but, c'est de se poser. C'est un livre en fait qui part d'une problématique un petit peu même antérieure à l'arrivée de l'IA, qui est qu'on vit dans un monde économiquement très problématique, avec des enjeux hyper importants qui ne sont toujours pas réglés, comme une pauvreté importante d'une partie de la population, des problématiques écologiques, un modèle économique qui est très injuste et qui, en plus de ça, est mal géré en termes industriels, que ce soit au niveau de la robotisation et de l'IA, où on a plein de bullshit jobs, de métiers qui sont mal payés, de tâches qui pourraient être automatisées, de tâches qui sont pénibles, qui pourraient être automatisées par l'IA ou par les robots, mais qui ne le sont pas forcément. Et puis aussi, un modèle économique qui est mal calibré, parce que si les gens sont remplacés par de l'IA ou des robots et qu'ils n'ont plus de salaire, comment font-ils pour survivre demain? Donc tout un tas de problématiques qu'on va pouvoir explorer tous ensemble. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. D'autant plus que là aussi, on était en train de, pendant que tu essaies de te reconnecter, on était en train de parler aussi un petit peu de l'actualité. Et on a bien vu que même les grands acteurs, entre guillemets, sont en train de se poser des questions, allant éventuellement même jusqu'à penser à un revenu universel mondial. Donc, c'est très intéressant puisque les mêmes qui sont là pour développer cette technologie et montrer un visage d'entrepreneur et de société le moins hégémonique possible, hein, puisqu'ils essayent d'être à la fois vertueux et en même temps de défendre le vice de leurs propres outils, sont les mêmes qui s'interrogent sur les modalités et vers cette utopie ou cette dystopie. Alors, on va parler, tu as pratiquement énuméré le menu de cette émission, hein, puisque tu vas nous expliquer ce à quoi tu réfléchis et comment tu en es venu à ce genre de constat. Première d'abord question qui nous intéresserait, peux-tu nous parler rapidement de ce qu'est le mouvement UBR que tu représentes et que tu défends? Et après, on parlera de ton livre et je laisserai la personne en intervenant de nos chroniqueurs. Parle-nous dans un premier temps du mouvement EBR, s'il te plaît, Pierre. Alors, le mouvement EBR, ça veut dire le mouvement pour une économie basée sur les ressources. Et l'économie basée sur les ressources, c'est un modèle économique qui, en fait, cherche à contrecarrer les problématiques des modèles économiques actuels ou passés, qu'ils soient capitalistes ou communistes ou autres, en remettant au cœur l'humain déjà. C'est-à-dire que la première problématique d'une économie, ça devrait être de mettre l'humain et le développement humain au cœur de cette problématique. Or, le capitalisme est totalement invisible
au bien-être humain, c'est-à-dire que si l'on exerce un travail, même de manière courageuse, mais qu'on est totalement sous-payé, comme certaines femmes de ménage, par exemple quand elles doivent nettoyer des chambres d'hôtel 60 heures par semaine et qui sont payées à peine plus que 1 000 euros, voire moins pour certaines, des gens qui travaillent dans des conditions très précaires dans les usines, ou les gens qui sont licenciés quand des robots les remplacent. La problématique du capitalisme, c'est de faire le plus d'argent possible et le bonheur humain passe derrière. Le fait que des produits soient produits de manière très polluante ou à l'autre bout de la planète de manière totalement absurde, par exemple des fruits et légumes qui viennent du Maroc ou d'Espagne pour être distribués en Bretagne, alors qu'ils pourraient très bien être produits en Bretagne dans certaines conditions, des saumons qui sont pêchés en Norvège, qui sont envoyés en Chine pour être injectés avec des produits chimiques toxiques et cancérigènes, pour les faire gonfler, pour les vendre 2 fois plus cher au poids, pour être rapatriés en avion après en France. Voilà, on est sur des choses en fait qui sont d'un point de vue d'ingénieur, moi je raisonne en tant qu'ingénieur, c'est totalement absurde en fait. Le but c'est de produire des produits les plus sains possibles, qui ne cassent pas le plus vite possible, c'est-à-dire sans obsolescence programmée aussi, des imprimantes qui ont des puces avec un nombre d'impressions limité, des ampoules qui sont faites pour tomber en panne au bout de 2 ans, alors qu'on a une ampoule dans une caserne en Californie qui brille depuis plus de 100 ans, des produits qui sont de mauvaise qualité, qui sont toxiques, etc. C'est pas une logique de construction d'ingénieur, c'est une logique de construction capitaliste et de coûts, en fait, de minimisation des coûts. Et pareil, avec ce qui s'est passé avec d'autres modèles économiques dans le passé. Donc l'économie basée sur les ressources, elle a pour préoccupation d'avoir une logique comment dire, d'utilisation saine des ressources, donc la plus efficiente possible. C'est pour ça qu'on appelle ça l'économie basée sur les ressources, donc les produits les plus écologiques possibles, produits de la manière la plus locale possible, aussi avec en utilisant une industrie d'automatisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas contre la technologie. La technologie est là pour nous aider, pour diminuer le temps de travail pénible. Et après, le tout dans une construction, dans un modèle économique humain qui met l'humain au centre. Voilà. Après, je pourrais rentrer dans les détails. Alors, c'est pas l'objet aujourd'hui de cette émission, bien entendu, de parler du mouvement EBR, mais c'est important d'expliquer ton parcours et pourquoi aujourd'hui tu en es à réfléchir à plusieurs aspects de notre société. Est-ce que tu peux aussi nous parler, parce que tu nous as beaucoup parlé dans la présentation du mouvement EBR d'économie, à juste titre, de modèle économique, à juste titre, hein. Est-ce que tu nous as parlé des 2 plus grands pendants du communisme et du capitalisme que sont ces formes de modèles économiques, et tu nous as pas parlé de gouvernance. Comment le mouvement UBR prône une forme de gouvernance un peu différenciée, ou elle laisse-t-elle cela au libre choix des intervenants, des citoyens? Comment ça se fonctionne à votre niveau? Alors, moi, ce que je propose, c'est un modèle de gouvernance qui s'inspire notamment des travaux d'Étienne Chouard et de Jacques Testard, avec le RIC et les assemblées citoyennes tirées au sort, avec des assemblées au niveau local et au niveau fédéral, où on a des tirages à renouvellement par tiers, où des gens sans antécédents judiciaires et volontaires pour pouvoir participer à la vie de la société sont tirés au sort pour représenter toutes les couches sociales déjà de la société, parce qu'aujourd'hui on a que des gens, on a très peu d'ouvriers et de paysans, on a que des gens des CSP+ qui sont nos élus. Et en plus de ça, éviter toutes les échelles trop verticales au niveau hiérarchie, parce qu'elles permettent plus facilement la corruption. Donc aujourd'hui, on a un président, des ministres, des assemblées qui ont d'ailleurs très peu de pouvoir, et on voit qu'en fait tout ça c'est très très hiérarchisé et que le peuple ne peut pas vraiment prendre partie aux décisions. Donc le but c'est que les citoyens puissent directement agir et prendre des décisions pour vraiment être dans ce qu'on appelle une vraie démocratie. Merci pour cette précision. Je vois qu'on a beaucoup de communautés
d'esprit et de réflexion, puisque nous sommes beaucoup effectivement à essayer de s'instruire et de s'inspirer de quelques personnes, notamment de ceux dont tu viens de citer. On est vraiment dans la démarche de démocratie directe, systémique ou non. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans le détail. Deuxième sujet que je voulais qu'on aborde, et là on est vraiment au cœur du sujet, tu le disais en introduction en parlant de la sortie de ton livre, est-ce que tu peux nous expliquer, puisqu'il est antérieur à toute cette actualité où nous sommes nombreux à nous poser la question de la place de l'IA dans notre civilisation présente et surtout à venir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du processus de création et comment tu en es venu à parler d'intelligence artificielle, de robotisation et d'y mettre dans ce mot, dans ce titre, pardon, le mot chômage technologique. Il serait intéressant de comprendre la genèse et de la réflexion de l'écriture de ton livre. Bah alors en fait, à la base, le livre avait un titre totalement différent. Dans le titre, il y avait le mot économie basée sur les ressources. Et puis je me suis rendu compte que les gens, ils sont pas trop alpagués par ce genre d'expression. Voilà, les grandes théories économiques, ça les intéresse pas trop. Dans ma réflexion, il y avait déjà énormément avant l'arrivée de l'IA, la problématique de la robotisation et de l'automatisation et du coup de l'efficience du modèle industriel et économique. Et j'y ai vu une opportunité avec l'IA en me disant, mais ça va intéresser les gens parce qu'en fait, tout ce que j'énonce déjà dans mon livre, ça va arriver encore plus vite parce que beaucoup plus de métiers vont être remplacés par l'IA et par la robotique IA. Et en fait, toutes les prédictions qu'on avait faites vont s'accélérer. Donc c'est pour ça que je suis parti en fait sur cet angle-là dans le titre. C'est un angle qui est beaucoup plus vendeur aussi pour faire des interviews, passer dans les médias, parce que les gens se posent des questions quand on va demander des interviews et qu'on dit voilà quel est l'impact de l'IA sur les emplois pour demain. Les gens ont envie de nous interviewer. Quand on dit voilà est-ce que vous voulez faire une émission sur une remise en cause des modèles économiques actuels, bon bah là déjà ça marche un peu moins. Donc c'était un peu du marketing, ça a marché d'ailleurs parce que j'ai été invité dans pas mal d'émissions. Et je pense que c'est que le début. Hein, j'ai vraiment envie de me développer là-dessus. Euh, voilà. Donc c'était un peu la genèse. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si tu as répondu à la question, en ce qui concerne le titre et ton approche stratégique marketing, sur laquelle Ouais. d'ailleurs tu as forcément raison, puisque si je prends l'exemple de certains penseurs du mouvement de démocratie directe, nous sommes vite rendus compte en ce qui concerne quand nous avions des idées un petit peu trop radicales dans le sens parfois étymologique du terme, donc c'est-à-dire revenir à la racine et réfléchir à la fois à nos sociétés, mais aussi radical dans le sens où nous devenons marginaux à partir d'un certain stade, où nous affichons des idées qui pourraient paraître un petit peu extrêmes ou parfois même incongrues. Il est évident que beaucoup des postes monétaires aujourd'hui travaillent à travers la démocratie, à travers la démocratie directe et par une forme de chemin détourné. Et il est vrai que l'évolution de l'IA nous tend et nous ouvre un boulevard, comme on dit, pour pouvoir faire prendre conscience aux gens qu'il existe d'autres modèles de société et qu'il existe d'autres modèles de gouvernance. Tu as parfaitement illustré cette stratégie. Alors, tu as employé le mot marketing, donc je l'ai repris à mon compte. C'est pas vraiment du marketing parce que tout le monde aura bien compris que tous les gens ici présents et beaucoup de gens qui réfléchissent de notre sphère sont plutôt de leur poche et que nous sommes tous des militants bénévoles, hein, bien évidemment. Bien sûr. Mais c'est une façon d'accéder, dans le mot marketing, une façon d'accéder aux médias et j'entends bien. Mais Oui. ma question initiale était plutôt pas dans la forme, mais dans le fond, à savoir comment en est venu le processus et pour toi cette évidence, après tant d'années de militantisme, de mettre en avant justement cette intelligence artificielle, cette robotisation et d'avoir presque devancé le débat de plusieurs mois, voire peut-être d'une année ou deux, puisque je ne sais pas en quelle année tu as fini le mot fin de ton livre.
Ouais, je pense que je l'ai devancé. J'ai dû rechanger le livre en arrivant avec un chapitre sur l'IA. Quand l'IA est arrivée, j'ai dû reformuler pas mal de petits trucs, mais disons que le bouquin était déjà fini depuis au moins 1 an et demi. Oui, bah la réflexion, en fait, ça vient pas mal. Alors, bah, un mouvement qui est connexe au nôtre, qui vient du Venus Project, donc avec Jacques Fresco, qui est un ingénieur polymathe, voilà, de génie, qui est qui a percé pas mal sur Internet avec des dizaines de millions de vues et qui a créé d'ailleurs le terme d'économie basée sur les ressources. Alors moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Je suis d'accord avec l'essentiel d'ailleurs, avec 90%. Mais j'ai voulu amener des petites précisions en plus, des réflexions en plus sur ce qui pouvait manquer dans ce mouvement. Mais lui, du coup, dans sa vision d'ingénieur, bah, en fait, il aime bien, il promeut l'utilisation de la technologie pour créer ce qu'on appelle une économie d'abondance. Donc, en fait, la technologie, nous, enfin Jacques Fresco comme moi, on voit ça comme un outil pour nous aider au quotidien. Alors, j'ai envie de définir le mot technologie. Le mot technologie, c'est tout ce qui peut nous aider au quotidien pour améliorer notre vie. C'est-à-dire avoir tout simplement un toit et des murs pour pas être soumis aux éléments, à la pluie, au froid, bah, c'est de la technologie. Accéder à l'électricité, avoir un sèche-linge, un lave-linge pour pouvoir avoir une certaine hygiène, avoir accès tout à l'égout, avoir accès à une douche. C'est des choses en fait qui nous semblent tellement évidentes, mais qui n'y avait pas à Paris, par exemple. Il y avait les gens, ils portaient des seaux avec avec leurs besoins. Ils n'avaient pas d'accès à comment dire à ça en 1920, en 1930 encore. Hein, ils devaient aller déverser leurs étrons, excusez-moi du terme, dans la rivière ou des choses comme ça. C'est de la technologie en fait. Le fait qu'on puisse échanger des idées à distance et communiquer, bah, c'est de la technologie. Ça demande des terres rares, ça demande de l'électricité, ça demande des maths avancées, etc. Alors bien sûr, je ne vois pas toute technologie comme sans problématique. Le problème, c'est plus le modèle économique qu'il y a derrière ou comment elle est utilisée. On peut voir par exemple que la radioactivité, ça peut être fait pour détruire des vies avec les bombes nucléaires, mais ça peut aussi créer de l'énergie pour sortir des gens de la misère avec de l'énergie. Donc, la phrase qu'on pourrait citer, c'est celle de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et pour l'IA, j'y vois un peu la même problématique. L'IA pourrait très bien être catastrophique si elle est utilisée à mauvais escient dans un monde capitaliste prédateur avec un chômage technologique de masse et des gens qui perdent tout moyen de subsistance et qui se retrouvent dans une misère économique, comme elle pourrait être une bénédiction, car elle pourrait permettre aux gens de travailler moins sur des tâches pénibles, d'avoir beaucoup plus de temps pour eux, pour se consacrer à des choses qui ont du sens pour eux, et de créer une productivité et une abondance qui serait répartie entre tous. Donc, beaucoup de gens déjà n'arrivent pas à faire cette analyse. Souvent, en fait, ils font des raccourcis mentaux en se disant, voilà, l'IA, je vois ça comme une menace, donc en fait, l'IA, c'est mauvais. Mais ça, c'est pareil partout. En politique, les gens ont souvent des raccourcis mentaux parce qu'ils sont pas assez formés à ça. Ils vont dire, bon, bah voilà, l'immigration est responsable de la pauvreté parce que si, parce que ça, et puis ils voient pas forcément des problématiques socio-économiques derrière. Alors après, il peut y avoir aussi certaines problématiques à l'immigration. Hein, je suis pas mais en tout cas, il y a des problématiques à la pauvreté. Et les problématiques à la pauvreté, le fait qu'on vienne d'un quartier sensible, sans accès forcément à certaines opportunités économiques, et puis les gens vont aller dealer de la drogue, etc. Donc en fait, voilà, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle des systèmes complexes en mathématiques, c'est-à-dire qu'il y a plein de paramètres, et les gens, souvent, par confort intellectuel, par paresse intellectuelle, ont besoin de faire des raccourcis, et beaucoup de gens vont être technophobes, vont dire que la technologie, c'est mal, alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'en fait, elle les aide énormément au quotidien et que c'est plus en fait les modèles économiques, capitalistes, de corruption politique qui sont derrière, qui sont bien plus problématiques. Alors, on va passer la parole à Jean-François au Petit-Gendre, qui a lu profondément ton livre et qui a même apporté quelques spécificités, quelques précisions, quelques interrogations. Jean-François, si tu veux bien poser tes quelques questions et tes quelques interrogations, et peut-être aussi rebondir sur ce que disait Pierre-Alexandre. Et dans un second temps, de toute façon, nous irons vers
à la fin de cette émission vers la réflexion que Pierre-Alexandre a déjà entamée concernant le positionnement de l'IA. Mais on va d'abord se concentrer sur ce livre, parce que ce livre est à la fois brillant et intelligent et nous permet d'être au cœur de l'actualité tout en prenant encore une fois du recul. Jean-François, c'est à toi. Oui, j'avais envie de rebondir sur le terme technologie. Dans technologie, il y a logos, hein, c'est-à-dire la parole, la pensée. Hein. C'est-à-dire que c'est une réflexion sur la technique. Voilà. Or, on parle de la technique au même niveau que de la technologie. C'est un peu comme si on parlait des problèmes de voisinage dans notre quartier avec la sociologie. Hein. C'est pas pareil. Hein. D'un côté, il y a un fait brut, et de l'autre côté, il y a une réflexion. Et le fait de prolonger comme ça, exagérément le terme de technologie à la simple technique, hein, une machine à laver, c'est une technique, c'est pas une technologie. Sauf si on réfléchit à la machine à laver. À ce moment-là, on fait de la technologie. Hein, voilà. Et ça renvoie la connaissance, hein, la compréhension, ça renvoie à la maîtrise que l'on a des objets. Hein. C'est parce qu'on a pris de la distance qu'on est capable de dominer un objet, hein, que ce soit l'IA ou une machine à laver ou une voiture. Hein. Voilà. Et c'est pas par hasard si on a exagérément donné de l'importance à la technologie en la détournant de son sens. Hein. À mon avis, c'est une volonté politique dans le cadre de la novlangue, ça. Hein. Tout à fait. C'est du même niveau que transformer un syndicaliste en partenaires sociaux. Hein. Voilà. Ça lui enlève tout pouvoir. Pour ça que je voudrais rebondir sur le fait que l'intelligence artificielle est intéressante si jamais elle nous permet de mieux maîtriser les choses, hein, de mieux maîtriser nos usages. Hein. Elle devient dangereuse si elle nous empêche de maîtriser nos usages. C'est le même problème que l'argent. Hein. L'argent nous oblige à faire plein de choses et nous empêche de faire plein de choses. L'argent, d'ailleurs, empêche beaucoup plus qu'il ne permet. Et ça nous prive de tout un tas d'usages. Et en plus, c'est devenu tellement compliqué, les questions d'argent, que personne n'y comprend rien, même pas les financiers d'ailleurs, souvent. Et donc, on ne maîtrise plus rien. On ne comprend plus rien d'un outil qui nous passe dans les mains continuellement toute la journée. Voilà. Ce que je trouve intéressant dans les mouvements, soit sur la démocratie directe, soit sur les postes monétaires, hein, ou sur l'intelligence artificielle, ou sur la technologie en général, hein, c'est justement que ça nous permet de reprendre la maîtrise de nos usages. Voilà. Maîtrise qu'on a sacrément perdue et qu'on perd de plus en plus. Voilà. C'est le point commun entre tous ces points-là. C'est une piste de réflexion que je propose. Pierre-Alexandre, un retour par rapport à cette remarque entre technique et technologie? C'est vrai que j'y avais jamais pensé, c'était intéressant. Non, c'était une très bonne remarque. J'avais jamais pensé au mot logos à la fin de technologie. Donc moi, après, c'est une histoire d'acception, de définition. Du coup, peut-être que j'aurais dû utiliser le terme technique. Bon, en tout cas, on voulait dire la même chose. Voilà, le but, c'est que la machine à laver serve et pas qu'on en fasse une philosophie sur le logos de la machine à laver. Je pense qu'on s'est compris sur l'usage quotidien. Mais ouais, non, c'était intéressant. Du coup, là, je peux pas parce que je peux pas chercher en même temps que je vous parle, mais j'avais envie de chercher en même temps avec ChatGPT justement cette définition, voir un petit peu ce qu'il en était. C'est des réflexions intéressantes, ouais. Alors Jean-François, si tu veux bien, revenons après cette réflexion, revenons s'il te plaît au livre de Pierre-Alexandre Ponant.
Quelle est la première question que tu aurais envie de lui poser par rapport à cet écrit? Moi, j'ai pas tellement de questions, hein. Je l'ai lu, ça m'a bien plu et je signe. Alors, bien sûr qu'il y a quelques différences entre la position d'Alexandre et la mienne. Mais je dis heureusement. Si on cherche à construire un monde post-monétaire, moi, ça m'intéresse pas, hein. Je préfère des mondes post-monétaires. Si on cherche à faire de la démocratie, je pense que ça ne doit pas être une notion universelle, hein. C'est le siècle des Lumières, hein, des Occidentaux qui nous a mis dans la tête que l'universel, c'était forcément bien. Et ça aussi, c'est le même type d'erreur que ce que je dénonçais avant. Un oriental et un occidental, ça a deux façons de voir le monde, de voir la vie, de comprendre totalement différentes. Même le temps, hein, on n'a pas la même notion du temps, on n'a pas la même notion de la responsabilité, on n'a pas la même... c'est radicalement différent. Vouloir faire un système qui fonctionne aussi bien dans une tête de Chinois que dans une tête de Parisien, c'est une connerie. Donc, la différence qu'il y a entre le livre qu'a écrit Pierre-Alexandre et puis les livres que j'ai écrits moi, les différences sont évidentes, mais heureusement qu'elles sont là. C'est une bonne chose. Moi, j'aimerais bien... Ah, pardon. Si je peux rebondir, Non, moi, j'aimerais bien justement amener le thème des petites différences pour qu'on fasse un débat, parce que je trouve qu'il serait super instructif, parce que du coup, tous les quatre à cette table, on est tous issus d'un mouvement post-monétaire global. Et donc, moi, je voulais voir un petit peu les petites différences qu'on pourrait avoir entre nous et faire un débat, moi, je pense, hyper intéressant, hyper instructif. Alors, ce que je vous propose, c'est que là, justement, j'ai le PDF de mon livre sous les yeux et j'ai envie de lire une petite partie qui est une partie où on pourrait se différencier et qu'on fasse un petit débat dessus si ça vous va. Alors, juste pour résumer avant de lire, par exemple, je crois que monsieur au Petit Gendre propose, lui, un monde sans argent total, voilà, complètement sans argent et avec un travail qui serait un petit peu sur une base du bénévolat, en tout cas pas de contraintes et les gens iraient naturellement accomplir les tâches de la société pour qu'elle fonctionne. Moi, ce que je propose, c'est que, alors moi, je ne pense pas que les tâches iraient se faire d'elles-mêmes nécessairement, parce que je l'ai vu dans ma carrière d'entrepreneur que ça pourrait être un petit peu utopique. Même moi, je ferais pas forcément toujours des tâches qui me plaisent pas quand je n'ai pas toujours nécessairement de contraintes. Et pourtant, Dieu sait que je suis quelqu'un qui aime donner de mon temps et du bénévolat, et on est tous en train de le faire. Mais je sais que sur certains sujets, j'irai pas forcément le faire. On peut le voir tout simplement, même quand on débute dans la vie. Moi, quand j'étais étudiant, j'étais en coloc. Tout le monde doit faire sa vaisselle, et puis les gens le font pas forcément tous. Ou quand j'ai pu prendre des stagiaires et que je contrôlais pas beaucoup, ou que certains étaient à distance, je voyais bien que absolument rien n'était fait. Moi, par exemple, si on me dit que sur mon temps libre, là, on a besoin de certains profs de maths et que je dois aller donner des cours de maths en zone industrielle de Dunkerque, dans un endroit qui me plaît pas du tout, alors que je suis au soleil, j'aurais pas forcément envie de le faire. Et pourtant, on a besoin de certaines tâches parce que la société a besoin d'un nombre minimum de tâches qui doivent être accomplies, ce que j'appelle les tâches indispensables et les métiers indispensables. Et moi, je propose qu'il soit fait lors d'un grand service civique. D'accord, on pourra revenir là-dessus. Et qu'en contrepartie de ce service civique, qui durerait environ 7 heures par semaine, parce que la plupart des tâches dans mon modèle qui sont pénibles sont automatisées par la robotique et par l'IA, et que beaucoup de bullshit jobs disparaissent. J'ai pu calculer que 75% des métiers soit pouvaient disparaître, soit pouvaient être remplacés par des machines automatisées. Et en fait, si on enlève 75% du temps de travail, ça fait plus que 7 heures par semaine. Et c'est pour les métiers qui sont vraiment indispensables au fonctionnement de la société. Alors, des métiers indispensables, c'est quoi? Ça peut être des professeurs, enseignants, des médecins, des infirmières, des techniciens de toutes sortes, hein.
retraitement des eaux, technicien ferroviaire, etc. Ça peut être des ingénieurs, voilà. Mais ça va être tout sauf des traders, des marketeurs, des footballeurs, des influenceurs, des publicitaires, des gens qui font des métiers redondants, qui s'amusent à créer un chargeur qui est pas compatible chez Samsung avec celui de chez iPhone ou de chez Huawei. Là, on a vraiment des tâches en fait qui sont complètement redondantes et compétitives. Et donc, je propose que les ressources gratuites nécessaires au bien-être à une vie décente soient données gratuitement en échange de ce service civique. Le service civique, c'est que les ressources gratuites, c'est quoi? Accès gratuit inconditionnel à une alimentation biologique, accès gratuit au transport local dans les villes, accès gratuit inconditionnel au logement pour ceux qui n'en ont pas. Si vous en avez déjà un, bon, voilà. Accès à l'éducation, à la santé, à l'information. Voilà. Et aux infrastructures aussi, type accès aux équipements sportifs, accès aux musées, etc. Et par contre, c'est là où je vais lire mon petit paragraphe, je pense que tous les biens possibles et imaginables ne doivent pas être gratuits. Et donc, on va le détailler dans la petite lecture que je vous propose de faire. Alors, pourrait-on totalement se passer d'argent? En effet, si l'accès aux biens nécessaires à un haut niveau de vie ne nécessite pas d'échange monétaire, ce que je propose dans le service civique, on a ça gratuitement sans monnaie. Pourquoi vouloir encore utiliser de la monnaie? En réalité, celle-ci sera toujours nécessaire de manière marginale. Ce n'est pas parce que tous les biens et services indispensables à un haut niveau de vie sont fournis par la société que les citoyens attendez. Pourquoi je ne peux pas changer de page? Voilà. Ne peuvent pas avoir d'autres désirs. Des personnes peuvent vouloir un bien ou un service qui ne serait pas déjà gratuit ou fourni par l'État. Par exemple, si vous allez au restaurant, suivre un cours privé de golf ou de photographie, vous faire tatouer, bénéficier d'heures de ménage pendant vos vacances, acheter un tableau ou un meuble artisanal, quelqu'un doit travailler pour cela et il ne le ferait pas nécessairement sans incitation, sans pouvoir bénéficier lui aussi d'un service en retour. Je dis bien pas nécessairement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui feraient ces choses-là gratuitement. Attention. Mais certains ne le feraient pas. Moi, si on me demande d'aller faire le ménage chez quelqu'un pendant 15 jours pendant ses vacances, déjà que j'aime pas faire le ménage pour moi-même, j'irai pas le faire. Alors, interdire l'argent n'aurait pas de sens, et d'ailleurs, un moyen d'échange pourrait facilement s'établir de lui-même en contrebande. En termes économiques, ce type de biens et de services n'a pas à être abondant parce qu'ils ne peuvent pas être produits de manière automatisable et que l'État n'a pas vocation à les fournir car ils n'ont pas un caractère nécessaire. Cela obligerait à augmenter le temps de service civique de toute la société pour satisfaire des désirs non indispensables, voire futiles. Si l'on cherchait à garantir la gratuité de tous les services non automatisables possibles et imaginables, nous aurions tous une augmentation de temps de travail qui serait très substantielle et subie. Ces biens et services tombent donc sous le coup d'une forme de rareté économique, et c'est ici que l'argent peut avoir un rôle à jouer. Le fait d'échanger ce genre de service par de l'argent implique que l'on doit choisir de fournir un effort supplémentaire pour obtenir un bien ou un service. On ne subit pas ce choix. Les prix se fixeront naturellement avec la loi de l'offre et la demande. Si un restaurateur a énormément de succès et qu'il est capable de produire des plats 3 étoiles, il est légitime qu'il les vende plus cher qu'un restaurateur moyen et qu'il gagne plus d'argent pour son mérite. Certaines personnes qui souhaitent travailler plus ou qui auraient beaucoup de talent, pourraient même gagner plus d'argent, mais cela ne serait pas un problème. Le véritable problème du capitalisme et de la société actuelle, c'est quand une richesse se crée en exploitant la pauvreté d'autrui. Quand un riche propriétaire touche un loyer exorbitant sur le loyer d'un étudiant qui n'a pas déjà de quoi manger correctement pour pouvoir investir dans son 5e appartement locatif, ou lorsqu'un patron sous-paye un employé et s'accapare injustement la majorité des bénéfices pour se payer des vacances aux Maldives. Une fois qu'un haut niveau de vie est assuré pour tous par la gratuité des biens de base et que l'exploitation de l'homme par l'homme n'est plus possible, l'acquisition de richesses supplémentaires n'est plus un problème en soi. Et entre parenthèses, l'argent n'est plus un problème en soi. Il ne faut pas jurer par l'équité absolue, car si quelqu'un fournit un labeur important et comble les désirs des gens, il a tout à fait en droit de se payer des biens ou des vacances ou des restaurants. En cela, l'économie libérale a aussi du bon et permet aux gens de bénéficier de nombreux services intéressants. De toute façon, les écarts de richesse seraient beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui, puisque la négociation des prix reviendra à un niveau beaucoup plus équilibré. Aujourd'hui, si quelqu'un est mal payé pour faire le ménage, c'est parce qu'il n'a pas d'autre choix que d'accepter le salaire très bas qu'on lui propose, car il en a besoin pour survivre.
Mais si demain, il n'a plus cette contrainte dans la négociation, parce qu'il a déjà de quoi vivre, entre guillemets, là je rajoute, et si le salaire n'est pas à la hauteur de la pénibilité de la tâche, parce qu'il a déjà tout gratuit pour vivre décemment, il pourra tout simplement le refuser puisqu'il aura déjà de quoi vivre décemment. Voilà ce que je dis. Les tâches encore considérées comme ingrates seront donc naturellement revalorisées. Les niveaux de rémunération deviendront très équilibrés et pour devenir encore plus riche en l'étant déjà gratuitement, il faudrait soit travailler énormément, soit jouir d'un talent hors norme qui bénéficierait à beaucoup. Mais il y a fort à parier que très peu de gens feront le choix de travailler de manière acharnée pour proposer un service optionnel, car les gens préféreront jouir de leur temps libre, pardon, plutôt que d'accumuler toujours plus de biens futiles. Voilà, enfin ça continue un petit peu, mais voilà, en gros l'idée elle est là. L'idée c'est que moi j'étais post-monétaire en me disant, je rentrais un peu dans le slogan l'argent c'est le mal, et puis en analysant j'ai compris que le mal n'était pas forcément l'argent, c'était l'exploitation possible de l'homme par l'homme, parce qu'on n'avait pas déjà les ressources nécessaires pour une vie décente, et donc on est obligé d'accepter des métiers mal payés, mal considérés, voire pénibles. Mais qu'une fois qu'on a enlevé ça dans l'équation, l'argent pour tous les biens un petit peu désir, un petit peu plus futiles, n'était plus aussi problématique. C'est pour ça que je suis un peu sorti du tout 100% monétaire. Mais voilà, c'est là que je m'arrête et que je voudrais qu'on ait un débat parce que je trouve que c'est hyper intéressant du coup. Parfait. Alors, avant de donner la parole à Jean-François et peut-être à Rémi qui se manifestera Rémi. s'il veut intervenir, je pensais, en t'écoutant, à une chose en rapport avec notre sujet, hein, même si ce que tu proposes comme débat est très important, nous allons y aller, c'est que toutes ces interrogations que tu as dans ton livre, tout ce que les postes monétaires, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs obédiences, produisent en termes de réflexion, sont aujourd'hui, en tout cas d'actualité, à cause ou grâce, tout dépend comment on voit la chose, de l'IA justement, puisque l'IA, la robotisation, va permettre à un moment donné d'augmenter de façon exponentielle, alors soit une forme d'asservissement ou d'esclavage, soit une forme d'épanouissement individuel et qui va profiter à la fois au bien commun et au collectif. Donc, je voulais juste recentrer cette introduction-là parce que ça me semble évident que les gains de productivité, en clair, que nous apporte l'IA ou que va nous apporter l'IA peuvent à la fois être pour le bien commun, mais se retourner aussi sur le bien commun. C'est aussi une des problématiques de ton livre que tu inscris d'ailleurs de toute façon dans le titre en mettant et en employant le mot chômage. Alors, je vois que Rémi voulait parler, donc on va lui laisser la parole et on donnera la parole à Jean-François juste après pour rebondir sur ce que tu dis. Et je pense que nous aurons tous, y compris moi-même, des choses à dire par rapport à ce que tu viens d'énumérer et du débat que tu lances sur la faisabilité partielle ou totale d'un monde sans argent dans lequel l'IA aurait son rôle à jouer. Rémi, nous t'écoutons. Ok. Moi, dans mon évolution, j'ai beaucoup pensé depuis très jeune à justement les problématiques du système monétaire. Donc, du coup, j'ai, pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, pensé à beaucoup de choses et j'avais l'impression d'être très seul là-dedans. Et quand j'ai découvert les travaux, dans un premier temps, de Jacques Fresco et puis en même temps aussi d'Étienne Chouard, il y a un petit mélange de tout ça qui s'est mis en place. Et quand j'ai découvert aussi la démocratie directe, le post-monétaire, toutes ces réflexions-là se sont un peu entrechoquées. L'évolution de l'IA aussi, forcément. Et après, il y a aussi une petite réflexion propre par rapport à ce que disait Pierre-Alexandre tout à l'heure, l'abondance. L'abondance, je pense qu'il a son mot là-dedans, et puis en corrélation directe avec l'IA. Je peux faire une petite métaphore en parlant d'un truc assez simple à comprendre. On va parler du loup et du mouton. Et on peut dire que le mouton, ça va être l'abondance. C'est un herbivore qui, lui, va avoir un tempérament assez calme, assez neutre, où il ne va pas emmerder son voisin. Parce que de toute manière, il a assez pour manger, il a de l'herbe partout autour de lui, donc il n'y a pas de conflit, quel qu'il soit. À côté de ça, on a le loup qui, lui,
va être attrait par la rareté, la viande. Et là, il va y avoir des conflits. Il suffit qu'il y en ait un qui attrape un mouton, il y a les autres loups qui vont arriver, ils vont tous se chamailler, et on peut faire une parabole par rapport à ça. C'est inclure le système monétaire, la rareté. Donc plus quelque chose est cher, plus quelque chose est rare, plus quelque chose est cher. On peut voir la corne de rhinocéros, par exemple, ça arrive à des absurdités totales. Et de là, on peut prendre conscience que l'abondance permettrait d'éviter tous les problèmes de comportement déviant qui sont liés justement à la rareté. Et c'est là que le post-monétaire aussi et le développement de l'IA par rapport au circuit court, comment optimiser la distribution, le fait d'optimiser aussi la production, plein de choses. Tout ça s'entrechoque, ça se mélange et ça fait quelque chose de cohérent qui a du sens pour moi. Et c'est pour ça que dans toutes mes actions, à la base, j'étais assez sur Jacques Fresco et le Venus Project. J'ai rencontré Pierre-Alexandre, où on parlait de Jacques Fresco, mais aussi d'Étienne Chouard. On parlait de démocratie directe, et pour moi, ça a été une porte ouverte au RIC, donc au référendum d'initiative citoyenne, où on pourrait éventuellement proposer des projets comme une première ville EBR, comme un système d'infrastructure, faire en sorte que les gens aient accès aux besoins vitaux, l'énumération qu'a dit Pierre-Alexandre tout à l'heure, tout ce dont en fait les grandes sociétés multinationales essaient de s'approprier, c'est-à-dire s'approprier le malheur des gens, leur nourriture, s'attaquer à justement leurs besoins vitaux. Et ça en fait il faut leur supprimer complètement. Et il n'y a qu'en passant par la démocratie directe qu'on y arrivera, parce que les gouvernances actuelles ne le veulent pas. Ils verrouillent tout ça et ils empêchent, dans un certain sens, le développement de l'IA pour le bien-être de l'humanité. Et c'est là qu'il faut un peu bloquer un peu ce cursus, en partageant nos points de vue, en mettant en place des associations, des systèmes de fonctionnement, où on démocratise un maximum ce process, et naturellement on viendra vers une économie radicalement différente où il y aura un bien-être. Et il y a cette bascule où justement cette minorité essaie de s'approprier encore le pouvoir tant qu'il le tient. Et à mon avis, ça va leur échapper. On ne t'entend pas. Ton micro. Micro. Pardon, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, je le disais. J'y rajouterais juste une composante supplémentaire, c'est que si la démocratie directe est une condition essentielle, nécessaire, elle n'est pas non plus suffisante, car sans justice, et une véritable justice, hein, on y réfléchit beaucoup en ce moment, et il va y avoir justement quelques élans dans ce sens-là. On se rend compte que sans une justice qui passe en France, hein, je parle, mais c'est à peu près partout comme ça dans le monde. On ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, on va rester franco-français. Aujourd'hui, de façon constitutionnelle, la justice est une autorité. Elle doit devenir un pouvoir pour que l'on puisse mettre en avant ces deux piliers fondamentaux, fondamentaux d'une société qui se respecte et qui puisse devenir efficiente, effectivement. L'information aussi, très important. Bien évidemment. Mais sans justice, il ne peut pas y avoir de coercition et de respect du modèle, quel qu'il soit, qu'on aurait choisi. Alors, on s'éloigne un petit peu. On va revenir au sujet que Pierre-Alexandre nous a soumis. Et bien entendu, on va donner la parole à la contradiction avec Jean-François au petit jambe. Alors, Jean-François, partiel ou total, la désargence? Les deux, mon capitaine. Je pense que c'est important qu'il y ait des mouvements différents qui conservent, qui se concentrent sur un point particulier qui est différent de l'autre. Hein. Je vois le débat qu'il y a, par exemple, autour d'Olivier Hamon à propos de la robustesse. Hein. Olivier Hamon, ce scientifique là, qui nous invite à travailler sur la robustesse, alors que la société capitaliste actuelle, elle est fondée sur la performance. Bon.
Et donc, on voit bien qu'il y a des gens qui sont attirés par la performance. Il faut être performant, c'est bien, compétition, c'est formidable. Et d'autres qui sont attirés par la robustesse, hein, c'est-à-dire la stabilité, la capacité à résister à un milieu mouvant, fluctuant, instable. Voilà. Les deux sont nécessaires parce que dans ce qui peut se passer dans le futur, d'ici quelques années, on peut avoir besoin, dans certaines circonstances, de performance. Hein. Quand il y a un incendie, le pompier doit être performant, hein, mais pas un temps très court. Hein. Mais on ne peut pas être performant sans arrêt. Voilà. Et la robustesse, ça demande d'éviter toute spécialisation. Il faut pouvoir s'adapter. Donc, c'est ça la robustesse, c'est pouvoir s'adapter. Donc, être capable de répondre à n'importe quelle situation. Et donc, d'être un peu généraliste. Et donc, on perd de la on perd de la performance. Hein. Et il ne s'agit pas de perdre ni l'un ni l'autre, il s'agit de penser les deux. Il y a la même opposition par rapport à l'abondance et à la pénurie. Hein. Si on imagine une société de l'abondance, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas complètement utopique? On est une société où on se demande actuellement si on aura assez de cuivre pour faire fonctionner tous les systèmes électriques et électroniques. C'est même pas sûr. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre si on manque un certain niveau d'eau potable, hein? L'eau potable commence à manquer. Il y a un tas de régions où elle n'est pas disponible. Et on ne pourra résoudre ça qu'à grands frais énergétiques, financiers, etc. Bon. L'abolition totale de la monnaie, c'est à mon avis très pédagogique. Mais ça a un côté un peu utopique aussi, hein, parce que il y a des situations où on serait peut-être bien content d'avoir un peu une monnaie d'échange, à condition de bien la contrôler, hein, pour éviter que cette monnaie d'échange devienne un outil d'exploitation, de discrimination, d'exclusion, etc. À condition qu'on essaie de cadrer l'argent suffisamment pour qu'il n'y ait pas de guerre économique. Hein. Oui, on pourrait. Mais c'est intéressant de partir, de garder les deux points de vue. Alors, comment on ne peut pas tout faire, hein, on ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines. C'est très bien qu'il y ait des Pierre Alexandre qui imaginent une monnaie alternative pour certaines choses et puis d'autres qui pensent abolition, parce que les deux situations risquent de se produire et de se mélanger même. Hein. Il y a aussi l'histoire de la transition ou de la rupture. Faut-il une transition ou faut-il une rupture? Alors moi, deux tempéraments, c'est purement psychologique. Hein, deux tempéraments, je suis pour la rupture. Hein. Je pense qu'il y a des situations, par exemple, où il faut, si on vit avec quelqu'un qui est pervers, un pervers narcissique profond, hein, pathologique, il n'y a qu'une solution, c'est de fuir. Hein, c'est de rompre la relation et de se barrer. Voilà. Sinon, se piéger. On ne peut pas résister à ça. Voilà. Donc, il y a des situations où il faut assumer des ruptures pour vivre, pour survivre. Hein. Et des situations où il faut une transition progressive, une transition lente, enfin plus ou moins lente. Hein. C'est deux. On ne sait pas ce dont on va avoir besoin, mais vraisemblablement on va avoir besoin des deux. Hein. Donc c'est bien que certains soient spécialisés dans la rupture et d'autres soient spécialisés dans la transition. Et imagine des transitions politiques, économiques, tout ce qu'on veut, hein, sociales, etc. Et voilà, toutes ces différences-là, il ne faut pas les gommer. C'est ce qu'on appelle la politique, en fait. Hein, la politique, c'est la gestion des conflits internes et des contradictions. C'est ça, la politique. Donc, il faut les deux. Et donc, il y a forcément des positions différentes. Et ça dépend de l'histoire qu'on a eue.
Mon histoire personnelle fait que j'ai été élevé dans un régime colonial qui n'était pas piqué des verres. J'ai travaillé dans des bidonvilles pendant quelques années. Je me suis occupé de toxicomanes pendant 20 ans. Ça marque ce genre de choses. J'ai fait de la généalogie, c'est pareil. Faire de la généalogie familiale, ça apprend à penser les choses en fonction de leur histoire. Que ce soit pour des gens, ou que ce soit pour des situations, ou des pays, ou des communautés humaines, etc. En fait, ne pas faire la généalogie de tout ça, c'est perdre beaucoup de choses. Mais ça, c'est une histoire personnelle. Je ne peux pas demander à tout le monde d'avoir le même parcours que moi. Et ça ne servirait à rien. Ça serait un appauvrissement plutôt qu'un enrichissement. Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux rebondir par rapport à ça, s'il te plaît, et surtout, j'aimerais aussi que tu nous exprimes de On t'entend façon. Bon, je le sens. On t'entend mal, Stéphane. Il y a décidément aujourd'hui, il n'y a que des problèmes de technique. Je ne sais pas quoi faire. Ça marche. Non, c'est bon là. Ah bon, Parfait. Là. C'est bon. d'accord. J'ai rien touché. Bon, décidément aujourd'hui, ça va pas. Quand ça veut pas le faire, ça veut pas le faire. C'est pas grave. On fera de la post-production de toute façon. On va pas mettre ça en l'état. Ne vous inquiétez pas. Donc je repose ma question. Il serait intéressant, au regard de ce que vient de dire Jean-François, que tu nous précises comment tu vois la chose sur cette cohabitation. À titre personnel, il y a assez longtemps, et c'est comme cela que je m'étais présenté à quelques élections, les cantonales, j'avais fait trois présidentielles, 2 municipales, et je représentais le mouvement MBER, MBERT, ce qui était donc l'économie basée sur la ressource, la transition. Et c'est ce qui m'avait fallu à l'époque, on parle de ça il y a très longtemps, quand j'avais rejoint le mouvement Zeitgeist, que tu connais bien, qui était le mouvement de Peter Joseph, qui défendait aussi, avant la scission, tout le travail de Jacques Fresco et du projet Vénus. À cette époque-là, il était impossible de parler de transition au sein des postes monétaires. D'ailleurs, ce mot n'était d'ailleurs pas du tout employé vraiment, sauf un petit peu par Peter Joseph à l'époque. Et on n'avait pas le droit de réfléchir à la transition. C'était tout ou rien. Et c'est très intéressant de voir comment en 10-15 ans, le débat a évolué, où on réfléchit justement soit à cette transition, soit à une forme de cohabitation, soit à une forme d'intégration d'un modèle dans l'autre ou vice-versa. Et c'est ce vers quoi tu tends, toi, Pierre-Alexandre Ponant, dans ta réflexion et dans ton livre. C'est ce que tu expliques à travers, bien entendu, l'IA, qui est aujourd'hui, comme dans ton livre, un prétexte, mais aussi une cause à cette réflexion. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer, avant de répondre à Jean-François, comment tu envisages la chose au niveau monétaire dans cette cohabitation que tu prônes? Alors, déjà, une petite chose, c'est qu'en fait, si vous voulez, tous ces éléments cohabitent très bien. C'est-à-dire que même si, moi, dans mon modèle, on va dire que 90% des choses sont gratuites, c'est-à-dire les choses de base et les biens de base, si une communauté totalement ou 100% post-monétaire veut se greffer à ça, et même faire une espèce de cité-État, d'éco-village, où pour le coup, on se débarrasse totalement de l'argent, tout est beaucoup plus facile. Parce que généralement, un des problèmes des éco-villages, c'est dès qu'il y a des choses un petit peu techniques à produire, comme un téléphone, une voiture, ou des choses qui, pour le coup, seraient fournies par l'État, les moyens de télécommunication, l'accès à une santé de pointe, si quelqu'un tombe malade et qu'on a besoin de lui faire une opération cardiaque. Dans un éco-village, on n'a pas forcément les outils. Et là, dans mon modèle, serait garanti par l'État. Et si des gens veulent vivre en 100% de post-monétaire, ce sera d'un coup très facile. Et si, par hasard, parce que je peux admettre pouvoir me tromper, si par hasard, j'avais tort en estimant que le 100% post-monétaire ne fonctionnait pas et que, en fait, il marche très bien, les gens, en fait, s'en rendraient compte très facilement et
l'écart entre ce que je propose et le 100% post-monétaire est très facile à combler. Donc, on va dire que ce sont deux mouvements amis, finalement, même dans les petites divergences de vision, mais ils restent très très proches. Donc voilà. C'était quoi la question? Je me suis perdu. La question, c'était de savoir quelle était la cohabitation et quel système monétaire tu envisageais, Ah oui. puisque la suppression de l'argent implique une réflexion justement sur son usage et aussi sur ses modalités. Et donc, du coup, est-ce que des questions aussi simples que sortir de l'euro ou pas, sortir de l'Europe ou pas, sortir de quelques institutions internationales ou pas, hein, puisque il y a une réflexion souverainiste, même si elle est globaliste, dans ce qui concerne la réflexion post-monétaire. Il est évident qu'à un moment donné, nous allons être confrontés avec le réel, hein, ce qui est déjà le cas. Et donc, comment tu envisages la chose dans le modèle que tu défends? Avant de venir au modèle monétaire que je défends, effectivement, tout ce qui est les institutions supranationales, elles sont gangrénées par la corruption, que ce soit l'Union européenne, qui pour moi est une très belle idée de base, hein, mais en fait, quand on analyse, moi, c'est vrai que François Asselineau a complètement changé ma pensée là-dessus. On voit bien que c'est les pères fondateurs, Monet, Schuman, en fait, c'était des agents de la CIA. On voit qu'au plus haut niveau, c'est gangréné par des hauts lobbies transatlantiques, c'est gangréné par des agents de la CIA, par des mecs qui viennent tous des Young American Leaders comme Macron, comme la première ministre finlandaise, comme Van der Leyen, comme Barroso, qui sont tous liés à des grandes banques comme Goldman Sachs, comme Barroso, etc. Donc en fait, on voit bien que c'est des institutions qui sont hyper corrompues. Et je pense que comme on vit pas encore en démocratie en France et encore moins à l'échelle de l'Union européenne, plus on va ajouter des États hiérarchiques corrompus, moins on sera en démocratie. Donc moi, je suis pour la sortie de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'OMS, de toutes ces institutions, et après qu'on revienne à la démocratie directe avec le RIC et avec ce qu'on proposait avec les modèles d'Étienne Chouard. Maintenant, ceci étant dit, mon modèle du coup économique, alors un des trucs que je déteste pour avoir bossé dans la finance, c'est ce que j'appelle en fait l'intérêt bancaire positif. Alors, je vais faire un petit résumé de pourquoi on a des intérêts bancaires, en fait, pourquoi on a besoin dans le modèle économique d'avoir des intérêts. C'est en fait ce qu'on appelle la circulation de l'argent. Et c'est vrai que la circulation de l'argent, ça c'est important parce que si l'argent ne circule pas, l'économie tombe malade, qu'elle soit d'ailleurs vertueuse ou non, ou capitaliste prédatrice, mais on va dire que même dans un modèle vertueux. Je vous explique pourquoi. Imaginez que vous ayez 100 000 euros et que vous le laissiez sous votre matelas parce que vous voulez pas gagner d'intérêt bancaire et que vous avez votre petit matelas confortable. Et ben en fait ça se fait au détriment de l'économie. Pourquoi? Parce que c'est pas 100 000 euros qui vont pas circuler dans l'économie. En fait, c'est beaucoup plus. C'est des dizaines de fois plus. C'est le nombre de fois que votre argent aurait circulé. Dans le livre, je donne un exemple avec on va prendre deux agents économiques, monsieur A et monsieur B, qui échangent. Il y en a un qui produit du pain et l'autre qui produit des carottes. D'accord? Donc, et imaginons qu'il ait en tout et pour tout dans l'économie 10 euros. On donne à monsieur A 10 euros, il vend des carottes, il veut acheter du pain. Alors, il achète du pain à monsieur B. Et puis, monsieur B, ça y est, il a 10 euros. Il peut enfin acheter des carottes. Donc, il achète des carottes à monsieur B, qui lui-même rachète du pain. Et, etc., etc. Et puis, disons qu'ils échangent la monnaie 10 fois, qu'ils s'achètent eux-mêmes 10 fois des carottes et du pain. Quelle est la somme globale d'échange qui a été créée? C'est 100 euros. S'ils ont échangé 100 fois, ce sera 1000 euros. Donc, même s'il y a un billet qui, sur la façade, a une valeur monétaire de 10 euros, la valeur échangée, elle est du nombre de fois échangée. Là, en l'occurrence, on peut dire 1000 euros. C'est pareil, en fait, si on a 100 000 euros qui vont sous le matelas. Le fait d'investir dans l'économie, en achetant des choses de manière réelle, ou quand on a trop d'argent, de prêter aux entreprises sur les marchés financiers, ça permet aux entreprises, en fait, de faire de créer déjà des emplois, d'acheter des machines,
de faire fructifier leur savoir-faire. Et donc, en fait, l'argent qui est planqué permet de démultiplier largement son usage et sa valeur de façade. Donc, c'est important d'avoir une monnaie qui circule quand on garde de l'argent. Mais il y a une astuce. Alors, le problème, c'est qu'en fait, ça se fait aussi au détriment des gens, parce que quand quelqu'un est très riche, par exemple, imaginez, même sans être ultra riche, hein, quelqu'un qui a 1 million d'argent, 1 million d'euros sur son compte, il va le placer à 5%, il va gagner 50 000 euros par an sans rien faire. Donc l'équivalent d'un salaire d'ingénieur, sans avoir à se lever tôt le matin, en faisant rien. Et donc c'est déjà un petit peu injuste par rapport à quelqu'un qui, lui, est obligé de fournir un effort important, d'aller faire des études difficiles, de se lever tôt tous les matins, etc. Et lui va gagner cet argent sans rien faire. Mais en plus de ça, il n'y a pas d'argent magique en économie. Cet argent, il est prélevé sur sur le dos de quelqu'un. Quand on gagne de l'argent en touchant des loyers, et ben en fait, et que nous on va imaginez, j'ai 5 appartements locatifs, je vais aux Maldives et qu'il y a un ouvrier qui lui doit se lever tous les matins à 5-6 heures, travailler dans des conditions difficiles avec un patron toxique qui le sermonne et puis c'est difficile quoi, qui porte des charges lourdes, etc. Ou quand c'est en fait une action qui verse des dividendes, parce que c'est quelqu'un qui a investi dans les marchés financiers. Aujourd'hui, pour les entreprises du CAC 40, 70% des bénéfices ne vont pas aux salariés, ils vont aux bénéfices, aux actionnaires. Voilà, je cherchais le terme. Ils vont aux actionnaires. Et seulement 5% de l'argent va aux travailleurs. C'est-à-dire que l'argent qui est gagné par l'intérêt bancaire, c'est de l'argent qui est prélevé sur la masse salariale. Donc les gens sont tous plus pauvres aujourd'hui parce que on a créé ce système en fait où on a des rentiers. Donc effectivement, ça a l'intérêt de faire circuler l'argent et de faire fructifier l'économie, mais ça a aussi la problématique de créer une économie de rentiers, de gens qui gagnent de l'argent sur le dos des autres. Donc moi, ce que je propose de faire, c'est ce qui a déjà été fait avec grand succès dans le passé, c'est de créer ce qu'on appelle une monnaie fondante. C'est-à-dire une monnaie fondante, c'est une monnaie avec des intérêts négatifs. Des intérêts négatifs, c'est-à-dire que votre argent, si vous le placez, au lieu de le mettre sous votre matelas, si vous le placez sur les marchés financiers, il est garanti par l'État, c'est-à-dire que vous ne perdrez rien, d'accord? Vous pouvez même le garantir au taux de l'inflation. Par contre, si vous ne le mettez pas, en fait, l'argent que vous avez, il diminue en valeur de quelques pourcents par an. Donc, en fait, si votre argent, vous le laissez sous votre matelas, vous perdez 2, 3, 4, 5% tous les ans. Et donc, vous avez intérêt à le mettre dans l'économie réelle, soit en achetant des biens de consommation, du pain, une voiture, et du coup, là, c'est à la valeur que c'est acheté, vous perdez pas. Soit si vous le gardez longtemps, en fait, vous perdez. Et donc, vous avez intérêt à le mettre dans le circuit de l'économie. Donc ça, c'est la première chose. Et on a vu des sociétés dans le passé qui ont énormément fructifié, qui sont devenues très très riches parce que ça a été appliqué dans certaines cités, États, à certaines époques. Vous pourrez vous renseigner. En fait, on a eu des booms économiques grâce à ce modèle de la monnaie fondante. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que pour moi, la monnaie. Excuse-moi, bien sûr. Alexandre, est-ce que je peux t'interrompre sur ce premier point? Ce qui veut dire que, parce que tu n'as pas prononcé le mot, mais ce qui veut dire que dans ta réflexion, l'épargne ne serait pas valorisée du coup. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'argent pour lequel on a travaillé. C'est-à-dire que vous avez gagné 1 million d'euros, vous avez travaillé dur, c'est très bien, votre argent est garanti, mais vous n'allez pas gagner plus que ce que vous avez épargné. En fait, en fait, c'est le travail qui est valorisé. C'est pas la rente. C'est pas le fait de gagner de l'argent sans rien faire. Voilà. Mais il y a une épargne quand même. Il y a une épargne quand même. Attention, on vous vole pas votre épargne. Voilà. Oui, bien évidemment. Mais il y a une prime, on va dire, à l'intérêt, à la circulation de la monnaie qui s'investissent dans un circuit productif et décorrélé aussi, si j'ai bien compris, de la finance dans le modèle que tu proposes. Parce que tu parles d'intérêt négatif, mais ça nous renvoie tous à l'expérience qu'on a eue il y a quelques années avec l'Union européenne, où il y avait des intérêts négatifs
dans cet argent-dette. C'est pas du tout de ça Oui. dont tu parles. Est-ce que tu peux préciser Non, quand non, même? non. Non, alors, je répète, hein, si vous placez votre argent sur les marchés, vous n'avez pas d'intérêt négatif, votre argent est garanti. Vous ne perdez pas d'argent et il est même on peut même mettre en place une garantie avec l'inflation. Ce pourquoi vous avez travaillé, on ne vous le prend pas, il est garanti. C'est juste que si votre argent, vous le mettez sous votre lit ou planqué dans un coffre-fort, bah, il se déprécie. Et donc, personne n'aura d'intérêt à faire ça puisque l'argent est garanti et l'économie fonctionnera, elle circulera. Voilà. Et alors la deuxième chose, c'est qu'en fait les institutions qui créent de l'argent aujourd'hui sont complètement corrompues. Aujourd'hui, l'argent est créé en fait par des mécanismes en fait, la dette, on est obligé d'emprunter au niveau aux banques privées depuis la loi Giscard-Pompidou. Et donc, en fait, c'est ce qui a accumulé notre dette dans les pays européens. Il faut savoir qu'il n'y a pas ça en Chine, il n'y a pas ça en Russie, il n'y a pas ça aux États-Unis. On est les seuls couillons dans le monde, en Europe, à payer des intérêts aux banques privées parce qu'il y a eu des lois passées par l'Union européenne et notamment d'ailleurs en France par Giscard Pompidou, qui étaient des anciens de la banque Rothschild, parce qu'on estimait que l'État n'était pas capable de se gérer tout seul. Donc, en fait, le fait de mettre une pénalité en empruntant sur les marchés privés, ça empêchait les États de se surendetter. Ce qui est d'ailleurs complètement faux, puisqu'on voit que la Russie est endettée qu'à 15%, alors que nous, on est endetté à 110%, et la Russie n'a pas besoin d'emprunter auprès des banques privées. Mais de toute façon, pour moi, les banques privées ne devraient plus exister. Et ce que je propose, c'est un modèle qui se base sur la monnaie G1, la monnaie June, où en fait, quand vous faites votre service civique, vous avez, en plus de la gratuité des biens, vous avez un salaire en plus complémentaire qui vous est versé, ce qui vous permet de vous acheter des biens un petit peu, voilà, plaisir, une bouteille de vin, un restaurant, etc. Et cette monnaie est créée par un grand système informatique comme pour l'IA, mais un système qui est open source, contrôlé et contrôlable par tous les citoyens en temps réel, qui est fait sous le principe de la blockchain, enfin non, c'est pas vraiment la blockchain pour la monnaie G1, mais on va dire quelque chose de similaire comme pour le Bitcoin. Ce qui fait que c'est une monnaie qui ne peut pas être contrôlée par des acteurs extérieurs, privés. C'est un bien commun pour tous. D'accord? Et cette monnaie, en fait, c'est vraiment le socle de la démocratie. Et on sort de toutes les banques privées qui nous mettent des agios, qui empruntent sur les marchés financiers avec des emprunts prédateurs, ils investissent dans l'armement, dans le tabac, ils sous-payent les gens parce qu'on a des intérêts positifs, etc. Donc on arrive sur une monnaie qui est saine et qui, du coup, moi je rajoute à l'aspect de la monnaie June, l'aspect fondant, d'accord? Et l'aspect qui soit corrélé au service civique. Vous faites votre service civique pour que la société fonctionne bien avec votre métier utile. On vous remercie avec la gratuité des biens, logement, nourriture, bibliothèque de prêt d'objets, santé, information, etc. Et en plus de ça, vous avez un salaire qui permet en fait de faire fructifier l'économie non indispensable. Les gens peuvent devenir prof de yoga, prof de musique, tatoueur, prof d'allemand, sculpteurs en céramique, et puis ils peuvent vendre s'ils veulent leurs sculptures, ou ils peuvent les donner gratuites. Hein. Si quelqu'un est vraiment 100% post-monétaire, 100% altruiste, eh ben il peut. Moi, par exemple, ça me ferait plaisir de donner des conférences gratuites sur le BR, mais par contre, le ménage gratuit chez les gens pendant leurs vacances, je le ferai pas. Donc certains trucs, je le ferai pour l'argent, certains trucs, je le ferai gratuitement. Quoi. Mais voilà, en tout cas, le but, c'est de créer voilà cette monnaie fondante basée sur la June et complètement décentralisée, sans banque privée. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. Très bien, merci de ces précisions. Bien entendu, on est dans la prospective et on est dans la réflexion. J'apporterai juste une petite correction quand tu disais que les États-Unis n'étaient pas liés aussi à l'emprunt auprès des banques privées. Elles liées d'une façon indirecte, hein, bien évidemment, mais on va pas. C'est quelque chose d'historique. Oui, c'est vrai. Sur le principe, on a bien compris ce dont tu voulais parler. Bon, je pense que là, il va falloir donner la parole à Jean-François parce qu'il a plein de choses à dire, à mon avis. Jean-François. Et deux choses. Donc, tu parlais, Pierre-Alexandre, de 90% de la monnaie qui pourrait être supprimée et 10% qui compenserait tout le reste.
Or, Ouais. c'est exactement ce qui s'est passé quasiment jusqu'à la fin du 19e siècle. Hein. À la fin du 19e siècle, la majorité des gens n'avaient quasiment pas d'argent à la fin de leur vie, quoi. Tout ce qui, tout ce dont ils avaient besoin, ils le produisaient eux-mêmes. Hein. Or, c'est les 10% de cette masse de la masse monétaire qui a pris le pouvoir, hein, objectivement. On se retrouve, c'est même pire que 10%, puisqu'on se retrouve quand même avec 99% de la population qui gagne moins que les 1% des plus riches. Voilà. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait une monnaie, qu'il y ait 10% de monnaie qui servirait, je sais pas, aux échanges internationaux ou au superflu, etc. Mais le problème, c'est de savoir comment on va garder le pouvoir sur cette partie-là. Est-ce que c'est pas cette partie-là qui va reprendre le pouvoir comme ça s'est déjà passé? L'histoire de la monnaie fondante, c'est pareil. Il y a plein d'expériences qui ont été faites de la monnaie fondante, or ça n'a jamais perduré. Comme l'histoire de la redistribution, hein, le distributisme, le repartage. Le partage des richesses, à période régulière comme ça a déjà existé. On le voit dans la Bible 1000 ans avant Jésus-Christ, les Juifs avaient inventé ça. Hein. Ils avaient inventé le jubilé. C'est-à-dire que tous les biens étaient mis en commun, on repartageait, et puis ça s'est arrêté parce qu'ils se sont aperçus que 10 ans après, il y avait de nouveau Salomon qui avait des mines d'or et des palais, et Job qui pleurait sous son tas de fumier. Voilà. Donc, il faut tenir compte de ça. Hein. Quelle que soit la position que l'on prenne, hein, l'abolition intégrale est absolument totale et complète de l'argent, ou un mixte entre les deux, il faut quand même y réfléchir pour comprendre pourquoi jusqu'à présent ça n'a pas marché et que c'est toujours les 1% ou les 10% de la population qui a réussi à s'enrichir et à prendre le pouvoir. La question du pouvoir, c'est pas anodin. Et pour arriver à répondre à ces questions-là, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux de l'économie. Il y a 3 ou 4 principes qui sont essentiels et dont on parle jamais, comme par hasard, qui sont pratiquement pas enseignés dans les écoles de commerce et de business. Il y a la rotation monétaire. Hein. L'argent n'a aucun sens s'il ne tourne pas, hein, c'est-à-dire s'il ne circule pas. Voilà. Si on arrête la rotation monétaire, le système monétaire fait faillite. Hein, c'est très clair. Donc, la rotation, ça oblige à consommer, hein, à produire. Puis après, à consommer ce qu'on a produit et reproduire ce qu'on a consommé. C'est un cercle sans fin. Ça induit la croissance. Un système monétaire sans croissance, ça ne peut pas exister. Donc, il faut réfléchir à ce genre de problème. Il y a aussi la condensation. Depuis 3 millénaires, dès qu'il y a eu de l'argent s'est condensé entre les mains de plus en plus riches et de moins en moins nombreuses. Jusqu'à la caricature qu'on a aujourd'hui avec des milliardaires, c'est plus que des milliardaires, maintenant on commence à parler de... Elon Musk, je t'interromps, Elon Musk est devenu trilliardaire aujourd'hui. C'est le premier trilliardaire de l'histoire de l'humanité, c'est arrivé aujourd'hui. Voilà. C'est un truc de fou, quoi. Hein, il y a des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de $1 par jour, et d'autres qui accumulent des fortunes dont ils ne pourront jamais se servir. C'est des toxicomanes, ces gens-là. Hein. Ils ont toujours besoin de leur dose de pognon, mais ils ne pourront jamais le dépenser. C'est pas possible. En une vie, ils ne peuvent pas dépenser tout ça. Hein. Donc, c'est un truc absurde.
comment on arrive dans un système qui est intelligent, qui est logique, la monnaie c'est pas con quand même, hein, c'est une belle invention. Mais comment on arrive à une telle folie, hein, et une telle dangerosité? La guerre économique, ça fait des morts tous les jours, hein. On parle du génocide de Gaza, mais la mort économique, les morts économiques à travers la planète, c'est bien pire que Gaza, hein. C'est terrible. Comment ça fait que personne ne parle de génocide par rapport à l'argent? Alors, moi, je ne suis pas fixé sur un système, sur une configuration politique, etc. Je suis très ouvert sur plein de choses, mais il faut revenir aux fondamentaux. Essayer de comprendre pourquoi, jusqu'à présent, ça a toujours foiré, hein. Moi, je suis Périclès, hein, je suis un fan de Périclès. 451 avant Jésus-Christ, sur l'Agora, il a dit aux démocrates grecs, hein, vous désirez quelque chose que vous n'avez jamais pu avoir. Le seul moyen, c'est de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est quand même pas con, hein. Ça marche toujours aussi bien aujourd'hui. Il faut effectivement inventer des choses que l'on n'a jamais fait pour éviter la croissance perpétuelle qui met la planète à feu et à sang, pour éviter la guerre économique qui tue des milliers de gens tous les jours, hein, des centaines par seconde. C'est un truc de fou, quoi. Comment on peut accepter ça, hein, qui nous pousse c'est un système qui nous pousse à polluer, à détruire. Enfin, on est en train de détruire 70% des espèces vivantes. Enfin, c'est incroyable. On est en train de rendre la planète inhabitable. Tout ça pour l'argent, pour le profit. Et on ne peut pas s'en sortir, parce que plus les profits font des dégâts, et plus les dégâts font des profits. C'est insoluble. Voilà, donc c'est sur cette question de fond qu'il faut s'interroger. Et quelles que soient les positions pratiques que l'on choisit, comme ça, par idéologie, par psychologie, par histoire personnelle, etc. Alors, la question que tu poses, Jean-François, je me permets de rebondir avant de redonner la parole à Pierre-Alexandre. La question que tu poses, et là aussi, tout à l'heure, je l'ai évoqué, tu poses des questions, bien évidemment. Tu poses la question de la concentration de l'argent et donc du pouvoir, ou du pouvoir et donc de l'argent, hein. Tout ça est souvent lié, hein. On notera, j'ouvre une petite parenthèse, que, puisqu'on parlait de Elon Musk, mais ce n'est pas le premier, que nous avons quand même une économie depuis presque maintenant 20 ans qui est complètement décorrélée de la production réelle, et qu'aujourd'hui, ces entreprises lèvent des fonds sur des hypothétiques chiffres d'affaires qu'ils n'ont jamais réalisés, empruntent de l'argent et se valorisent à travers la financiarisation d'une production qui n'existe pas, et qu'on est en droit de se demander si on n'est pas dans un mirage financier total, puisque aujourd'hui, ceux qui gagnent de l'argent et ceux qui en gagnent le plus sont ceux qui produisent le moins. Quand je parle de production effective, hein. Un des combats que nous menons avec la MDF, la décrimocratie, c'est la résilience alimentaire pérenne, locale et démocratique. La résilience, on est dans le concret, hein, la résilience alimentaire, on a très peu parlé d'alimentation, parce que ça fait partie, bien évidemment, comme de l'eau, des besoins primaires Pierre-Alexandre nous parlait. Mais on se rend compte qu'on est vraiment, y compris pour ceux qui profitent le plus du système, dans une incapacité à pouvoir comprendre que tout ce que nous générons aujourd'hui est virtuel, y compris cet argent. Je ferme la parenthèse. Là où je voulais en venir par rapport à ta réflexion, c'est un mot que tu n'as pas prononcé et auquel je tiens beaucoup, et je vais redonner la parole à Pierre-Alexandre, c'est à la justice. Parce que qu'est-ce qui fait que, au fur et à mesure des décennies, des siècles, et avant ou après Jésus-Christ, puisque nous avons un calendrier chrétien, qu'est-ce qui fait que cela n'arrive pas? Qu'est-ce qui fait que nous n'avons jamais pu changer
autrement, et comme le disait un petit peu, ça me faisait penser tout à l'heure à la citation de Coluche, le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, le communisme, c'est exactement le contraire. Bon, c'était une boutade, mais ça reste vrai, puisqu'on pourrait l'appliquer à toutes les modes de gouvernance politique et de raisonnement économique que nous avons eu depuis des décennies, voire, je dirais même des millénaires. Donc, ce qui nous manque vraiment, c'est la justice. Je pense que c'est ça. Je voulais juste, je ferme ici cette parenthèse dans la parenthèse, mais sans justice, nous n'arriverons jamais, quel que soit le modèle, à avoir une légitimité, à une forme d'épanouissement individuel, une forme d'équité plus que d'égalité. Je prône plus l'équité d'ailleurs que l'égalité, puisque malheureusement, contrairement à ce que l'on pourrait croire, et malheureusement à tout ce qui a été écrit, l'homme n'est pas égaux, si ce n'est dans les textes. Hein, et donc, il faut aider le plus faible. Il faut avoir de l'équité plus que de l'égalité. Et c'est comme ça qu'on pourra reconstruire un modèle de société où, justement, on arrivera à une véritable fraternité et qu'on pourra retrouver enfin une forme de liberté, hein, puisque c'est aujourd'hui nos trois grands principes qui sont mis sur les frontispices de nos établissements publics, mais qui ne sont pas appliqués. Je ferme cette parenthèse, je donne la parole à Pierre-Alexandre. Bah, écoute, Stéphane, c'est vraiment intéressant tout ce que tu viens de dire et je vais vraiment dans ton sens parce que c'est ce qui manque et c'est cet aspect vraiment démocratique. On peut le voir historiquement avec ce qui s'est passé en URSS. En URSS, alors on parle de communisme. Bah, j'explique dans le livre que le vrai communisme n'a jamais existé. Quand un État communiste, c'est quoi? Selon Marx, c'est un État sans argent, c'est un État sans hiérarchie sociale et sans gouvernement. Et c'est un État, c'est quoi déjà le troisième principe que je donne? Je suis en train d'oublier. Pas d'argent, Peut-être pas de classe les sociale. moyens de production, je suppose, les moyens de production. Ouais, il y a ça. C'est pas celui que je voulais donner, mais alors classe sociale, gouvernement et pas l'argent. Bon, en tout cas, donc les moyens de production, il y a ça aussi. Le truc, c'est que l'URSS, c'était tout l'inverse de ça. Il y avait de l'argent, il y avait des classes sociales, il y avait des apparatchiks qui gagnaient en moyenne 40 fois plus que les paysans, et il y avait évidemment un gouvernement et un État centralisé très fort. Donc tout le contraire de ce que prenait Karl Marx. Et donc, en fait, il disait que c'était l'étape pour arriver enfin après, c'était l'étape du socialisme pour arriver au communisme, mais ils n'y sont jamais arrivés. Et le problème, c'est que l'idée de Marx, par exemple, je pense qu'on est tous assez d'accord que l'idéal communiste, et dans son idéal, hein, dans son acception originelle, c'est quelque chose de très beau. Et finalement, c'est quelque chose qui s'est pas passé historiquement parce qu'on avait ce problème de corruption des élites. Et d'ailleurs, parce que c'était très vertical. Et on a eu des gens qui en profitaient, mais même déjà à l'époque, hein, on avait des gens qui en profitaient même dans ce régime dit communiste, qui vivaient dans des appartements qu'on appelait les Stalinska, qui étaient des appartements dignes des plus beaux appartements parisiens, qui avaient des privilèges énormes, alors que beaucoup d'autres crevaient de faim en parallèle à côté. Donc en fait, et c'est pareil pour l'époque de la monnaie fondante. On avait au même moment, on n'était pas forcément toujours en démocratie. On avait énormément de royauté. On avait énormément. On n'a jamais vraiment connu d'ailleurs de vraie démocratie encore à l'échelle humaine. Donc je pense que ce problème de justice là et ce problème de démocratie, c'est le problème premier. Parce qu'une fois qu'on aura instauré un système où le peuple contrôle vraiment, qu'il a vraiment le pouvoir, qu'il décide, qu'il y a un RIC, qu'il peut révoquer ses élus, qu'il y a des assemblées citoyennes vraiment citoyennes, et ben déjà la mainmise sur l'argent et le fait de pouvoir faire des choses comme ce que font les banques privées, où on va dire bah non, les banques elles sont plus privées, elles sont nationalisées et c'est le trésor du peuple. Et ben déjà les choses iront beaucoup mieux. Voilà, je pense que ça c'est le point essentiel. Et si l'argent a pris le dessus, c'est parce qu'il y avait des forces et des lobbies à certaines époques qui font que l'argent est devenu roi parce qu'il n'y avait pas encore de vrai contrôle démocratique. Voilà, moi c'est ma vision de la chose. Pour rebondir sur ce que disait Pierre-Alexandre, on va donner la parole à Rémi.
avant que Jean-François complète, puisque je crois, Rémi, que tu voulais intervenir par rapport au positionnement et à l'existence des brevets qui sont pour toi quelque chose de très important, y compris dans la gestion non seulement de la technique, de la technologie, savoir quel bon mot employer, comme tout à l'heure disait Jean-François, mais aussi dans le cadre du bien commun. Donc, quelle est la réflexion par rapport à cela dont tu voulais nous faire part, Rémi? Oui, les brevets, les propriétés intellectuelles, je pense que les IA open source vont remettre à l'ordre du jour beaucoup de pensées, d'inventions qui ont été mises sous cloche pour la souveraineté de l'État, secret défense et j'en passe. La, la souveraineté des États, par exemple, truc tout con, si quelqu'un a inventé un moteur à eau, ce qui va exister ou pas, et puis que le mec aura été enterré dans le désert. Tout le monde connaît cette histoire-là, mais il en est des brevets, il y en a sûrement eu des tonnes et des tonnes et des tonnes qui ont été enterrés. Je pense que les IA open source, elles, vont se développer, vont déterrer tous ces brevets, les rendre publics, parce que open source. Et je pense que les États aimeraient bien garder ça sous cloche, mais je crois que c'est le Japon communiste, qui développe beaucoup d'open source en termes d'IA. Du coup, ça, je pense que c'est une épine dans le pied de pas mal de gouvernance, État profond. Et en termes de logistique, de production, de production qui rendrait la rareté beaucoup moins efficace. Et donc, du coup, cette abondance dont on parlait tout à l'heure serait démultipliée dans de nombreux domaines. Et on se dirige vers quelque chose qui sera, encore une fois, pas maîtrisable par ces personnes-là. Dans le sens où tout va se développer et ça va aller trop vite. C'était la parenthèse que je voulais dire. Si je peux intervenir là-dessus, moi j'ai récupéré un CD-ROM d'un mec aux États-Unis qui est passionné, je crois, il a récupéré j'ai plus le chiffre en tête, hein, mais plus de 100 000 brevets interdits d'inventions qui ont été cachées, etc. Il a tout mis sur un CD-ROM. Et moi, je l'ai parcouru, je l'ai imprimé, notamment ce livre. C'est incroyable la foultitude de choses qu'il y a, d'inventions qui ont été torpillées. Il met tous les montages, tous les brevets et tout. Alors, c'est une somme de travail. Il faudrait 100 vies pour tout lire, tout analyser. Mais du coup, avec des IA maintenant qui sont hyper puissantes, on pourrait même monter des agents IA qui analysent tout ce CD-ROM là, qui analysent tout et qui même font un travail pour remettre au goût du jour ces inventions, pour en parler, pour même faire des vidéos automatisées dessus. Ce serait hyper intéressant. Moi, j'avais lâché l'affaire parce que c'était un travail titanesque, mais le nombre de remèdes médicaux qui avaient été cachés, de trucs, de méthodes avec de l'énergie libre ou semi-libre, des bateaux qui fonctionnent avec l'énergie des vagues, notamment sans aucun carburant, de choses comme ça que j'ai vu sur ce CD-ROM. C'était sidérant, je pourrais essayer de te retrouver le lien. Et maintenant qu'on a l'IA, c'est des trucs qui pourraient vraiment être intéressants, quoi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été cachées, comme tu dis, ouais. Jean-François, tu voulais rebondir? Oui, juste, tout ce qu'on dit là, ça fait quand même penser au problème de la propriété privée. Tant qu'on ne repose pas le problème de la propriété privée, on ne résout pas le problème des brevets, hein, de la propriété intellectuelle qui est privée. On n'interroge pas le fait que certains s'arrogent la capacité de breveter du vivant. Je découvre un arbre qui a des fonctions particulières qui pourrait un jour servir à faire des médicaments. Hop, je le brevette. Et puis, si un scientifique après veut faire un médicament avec ça, eh ben, je suis en mesure d'exiger de lui des droits d'auteur, hein, et de m'enrichir sans rien faire. Il y a beaucoup. Il y a des notions comme ça, hein. La notion de nation, hein, d'État-nation, la notion de propriété privée, la notion, Stéphane, tu parlais de la justice, hein, la notion de responsabilité dans la justice.
Qu'est-ce qu'on entend par responsabilité juridique? C'est très très contestable, hein, la vision que l'on a de la responsabilité. Ça date des Romains. On fonctionne toujours sur le droit romain. Et ça aurait pu être autre chose, hein. On aurait pu fonctionner sur le droit sur le droit wisigoth, par exemple, hein, qu'on a eu entre les mains une certaine période. Mais c'est le droit romain qui a été gardé. Ouais. Il faut débarrasser tout ça. Il y a du ménage à faire dans tout ça, hein. Nous avons nos limites en tant que professionnels des médias, nous, militants bénévoles. En tout cas, oui, Jean-François, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais simplement te rappeler que c'était le réel, ça. Et le réel, c'est quand on en prend plein la gueule, disait Lacan. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, bien évidemment, il n'y a jamais que de bonne compagnie qui se quitte. Bien évidemment, nous allons, pour cette deuxième émission, avoir fait le tour, entre guillemets, de ce que peuvent être les idées post-monétaires. Bien évidemment, ça pourrait prendre des heures et encore des heures et des dizaines d'émissions, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On a touché du doigt à un moment donné les potentialités de la réflexion, de l'interrogation, à travers le livre de Pierre-Alexandre Ponant, que je vous recommande grandement, et à travers les réflexions de Rémi, de Jean-François et de moi-même. Les prochaines émissions seront dédiées donc à des invités contradicteurs ou divergents, ou peut-être un petit peu convergents, ou carrément opposés de façon virulente à ce que pourrait devenir l'IA, et aussi au biais que nous avons pris, que nous assumons, hein, ce biais du post-monétarisme. Hein. Pour nous, cette série d'émissions s'appelle Humania, puisque nous sommes soucieux de notre humanité et nous sommes soucieux de ce que l'IA en fera, encore une fois, à l'aune et au biais de nos convictions qui regardent dans la même direction, mais qui ne prennent pas forcément toujours les mêmes chemins, comme vous avez pu le constater dans cette émission. Je vais laisser à Pierre-Alexandre, sauf si tu veux rebondir sur un sujet particulier, le mot de la fin, afin que nous puissions conclure cette émission. Non, merci pour l'invitation, c'était très enrichissant, et effectivement, pour rebondir, faire une petite ouverture sur ce que disait Jean-François. Moi, je suis pour la suppression du système de brevets et même la mise en place de ce que j'ai appelé l'ICADO, c'est-à-dire une grande bibliothèque open source et publique de toutes les inventions créées par l'humanité. Et ce que j'appelle ICADO, c'est interface collaborative d'accès et de design d'objets. Le but, ce serait de créer un grand Wikipédia de tous les objets, de toute la connaissance et de tous les objets qu'on a créés sur Terre. Et comme ça, les choses qu'on a inventées, un rasoir électrique, j'ai ça sous la main, une tondeuse, un ordinateur, une brouette, un parapluie, en fait, on a tous les brevets. Et si quelqu'un veut pouvoir les modifier, ou si quelqu'un veut pouvoir les mettre à disposition gratuitement dans des bibliothèques de prêt d'objets, que ce soit un bien commun pour tous, ça, ce serait vraiment quelque chose de chouette. On a beaucoup de connaissances en commun sur Internet, mais on n'a pas encore les brevets. Et l'humanité sera bien plus puissante et bien plus prolifique quand on mettra en commun tout ce que le génie et l'ingénierie humaine a créé dans une grande base de données publique et open source. Alors, tu ouvres encore une fois une porte d'un débat que nous ne tiendrons pas, et que lors des émissions que nous allons faire, il est évident que ce débat viendra, puisque l'IA pose justement le problème de la propriété intellectuelle, n'est pas non seulement que le simple problème de la propriété en règle générale. Et c'est une question, une porte ouverte importante. Et cette grande bibliothèque universelle dont tu nous parles, qui ferait que nous ne pourrions plus avoir aucun brevet, y compris et encore a priori le brevet du vivant, est une des questions fondamentales que l'avènement de l'IA nous pousse à réfléchir et à mettre en avant.
Rémi, merci beaucoup de ta venue aujourd'hui et du travail. Jean-François, toujours aussi pertinent, maître Yoda du post-monétarisme. Le palavoine que je suis te salue bien bas. Je remercie encore une fois Pierre-Alexandre Ponant et puis je vous dis rendez-vous à vous quatre ou peut-être avec un ou deux absents, c'est possible. Il n'y a pas d'obligation. Encore une fois, nous sommes dans du militantisme bénévole et nous faisons ce que nous pouvons en fonction de nos impératifs familiaux, professionnels et de ce que parfois la santé aussi nous permet de pouvoir faire. Pierre-Alexandre, merci. J'invite tout le monde à lire et à acheter ton livre. Vraiment, ta pensée est importante, elle est différente, elle est évolutive et c'est toujours intéressant de voir que nous nous accordons le droit de changer d'idée, de changer d'évolution, de changer de repères et surtout d'essayer de réfléchir au bien commun pour savoir comment notre société va évoluer et comment nous pouvons au quotidien, dès aujourd'hui, la préparer pour les futures générations. Quoique tu es encore très jeune, Pierre-Alexandre, contrairement Plus tant que ça, hein, je vais avoir 40 ans cette année, là, dans 2 mois. Donc, oui, bon. Je suis un petit peu plus jeune que vous. Oui, c'est ça. On a une ou deux générations d'écart, mais on s'en fiche justement. C'est toute la beauté de la chose. Et justement, dans cette période où aujourd'hui on essaye de communautariser, y compris les générations, hein, puisqu'on parle de génération X, Y, Z, qu'on tire à boulet rouge sur les boomers, que les boomers tirent à boulet rouge sur les jeunes et on fait du jeunisme et de la discrimination générationnelle, il est important, bien au contraire, de montrer que justement le lien intergénérationnel est une source de réflexion, une source d'enrichissement du débat. Hein. Au sein du mouvement CSA, la présidente est une jeune femme qui n'a même pas 30 ans de mémoire. Et c'est toujours très intéressant avec elle aussi. J'espère que nous aurons la possibilité de l'avoir comme invitée. Un cerveau bien construit et très mûri malgré son jeune âge. Mais bon, Stéphane, comme on dit, hein, oui. Stéphane, excuse-moi, il n'y a pas de présidente oui. à CSA. CSA, c'est une association tout à fait libre, sans statut. Donc, il n'y a pas de secrétaire. Ah, c'est une association de fait. D'accord. Association de fait. Article 2 de la loi 1905. Voilà. Ok, très bien. Pierre-Alexandre, merci beaucoup pour ton Merci travail. à vous tous. Merci du temps passé. On parlera peut-être à un moment donné aussi de la civilisation chinoise et de la société chinoise dans laquelle tu vis depuis quelques mois et quelques années, puisque on est en direct de Chine et en décalage. Et ce serait très intéressant d'avoir vision. Merci à tous et à dans 15 jours pour une nouvel épisode de Humania. Au revoir. Au revoir. Salut.